Bonjour, excellent réveil à tous. Ravi de vous retrouver dans Bonjour d'Algérie, votre magazine matinal qui vous offre tout un panel justement de thématiques, un petit peu qui s'adapte avec l'actualité, qui s'adapte à l'actualité du moment. Le 14 février, le 14 mars, pardon, c'était hier. Voilà. Donc le 14 coïncide avec la célébration de la Journée nationale des personnes handicapées et justement tout un programme a été justement déployé à travers le pays. On va s'arrêter encore une fois sur une exposition très intéressante, abritée actuellement par Dar Abdel Tif et qui accueille justement une frange de cette jeunesse aux besoins spécifiques prise en charge par une association, l'association Artisanat et Espoir, des représentants et des bénévoles de cette association qui enseignent dans différents ateliers seront parmi nous pour parler de cette belle expérience dont le coup d'envoi a été donné hier. Et puis, aujourd'hui, en parlant d'expérience justement, nous allons marquer un arrêt sur une très belle reconversion tentée par une ancienne institutrice d'anglais. Donc, après 20 ans de carrière, elle bascule, elle crée son entreprise en faveur de l'enfance toujours, en faveur de l'apprentissage des plus jeunes, mais d'une manière ludique, d'une autre façon que l'école. Alors on va découvrir ça avec Madame Ayed qui nous rejoindra tout à l'heure. Et puis nous parlerons cinéma également à travers un très bel événement qui a été lancé donc cette semaine. C'est du côté du cinéma Al Khayyam, ex de Debussy. Et donc il s'agit d'une semaine consacrée au film documentaire. Le représentant de l'organisateur, le Centre algérien de développement du cinéma, CADC, sera parmi nous pour de plus amples détails, justement. Alors aujourd'hui, on est bien sûr mardi et chaque mardi, elle vient nous raconter d'une si belle manière des légendes, des mythes. Aujourd'hui, Siam Kennouch, justement, il s'agit d'elle. Notre conteuse va nous parler d'un mets traditionnel. Donc un mets traditionnel qui a toute une histoire. Et puis, bien sûr, il est d'actualité en cette période, en cette saison en particulier. On verra le détail avec elle. Je ne préfère maintenir un petit peu de mystère pour notre ami Siham Kennouch. Et puis, voilà, nous terminerons avec la séquence sport, avec Sid Ahmed Bourayeb, qui nous donnera le meilleur de l'actualité sportive. Voilà, un petit chat dans la gorge. Donc, je lance tout de suite le bulletin météo pour vous, mesdames, messieurs. Donc, c'est avec Amel Laribi ce matin. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, le jingle a zappé une quinte de tout. Bonjour Amel. Ça va, Nadia? Ça va très bien. À part cette petite, oh là là, cette petite gêne au niveau de la gorge, mais ça va. Ah bah, voilà, c'est un petit peu le matin, hein, c'est toujours comme ça quand avec on oublie de prendre un qu'il y a en petit... ce moment aussi. Hein. Oui, oui, et puis il y a un vent terrible, un sirocco, il me semble, Amel. Un vent chaud avec des particules de sable. Oui, ben, je suis très sensible à ces particules de je pense que c'est à cause de ça que c'est à cause de cela, tout à fait. tout. Voilà. Alors, j'imagine que la carte va nous donner de plus amples détails. En fait, Elle voilà, parle d'elle-même. Hein. le vent est partout sur cette carte. Au nord comme au sud. Hein. Au nord comme au sud. Oui, Alors, voilà, je vous laisse donner les détails, hein, Amel. Merci, Nadia. Merci. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, aujourd'hui encore, Météo Algérie a émis une vigilance orange concernant les vents assez forts qui vont souffler parfois en rafale au nord comme au sud, avec quelques particules de sable en suspension sur les régions nord et des soulèvements de sable vers les régions sahariennes, réduisant sensiblement la visibilité. Donc soyez très très prudents avec cette vigilance. Eh bien, les wilayas concernés au nord, on aura Tlemcen, Ain Toumoushen, Oran, Mostaganem, Saïda, Sidi Belabès, N'Ama, également Al-Biyad, Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira, Médéa, Blida, Indefla, Tissemsilt, Tiaret, Relizane, Mascara, Larawat, Djelfa, Msila et Bourj, cela concernant les régions nord. Les régions du sud, eh bien, les wilayas concernés sont Adrar, Timoumoun, Insalah, Bourj, Beji Mourta, Tamanrasset, également Gardaya, El Mriyar, Biskra, Ouled Djellel et Tougourt, Elwed, Wargla et Ilizi. Donc soyez très très prudents, les vents vont souffler assez fort, entre 60 et 70 km/h, même parfois pouvant atteindre les 90 km/h par endroit.
Pour les prévisions aujourd'hui, eh bien, le ciel se montrera le plus souvent voilé sur les régions de l'ouest et le centre. Et le facteur important aujourd'hui, c'est les vents assez forts, accompagnés de quelques particules de sable sur pratiquement l'ensemble des régions nord. Vers l'est, eh bien, le temps restera dégagé à partiellement voilé. Puis le ciel deviendra progressivement nuageux, mais en soirée vers les régions de l'ouest, accompagné de quelques pluies durant la journée. La moitié sud, le ciel se montrera souvent voilé également sur le sud-ouest, plus exactement Tindouf et Bécha, parfois nuageux, accompagné de quelques pluies parfois orageuses vers le Bécharois. Ailleurs, le soleil va prédominer avec des flocons de sable un peu partout vers les régions sahariennes, d'où la vigilance orange vers ces régions. Le thermomètre, quant à lui, indiquera des températures hors saison. Le maximum 32 degrés à Oran, 29 Tlemcen, 28 à Alger, à Annaba, 27 Tizi Ouzou, 26 Constantine, 25 à Batna, 20 degrés Tébessa, 19 Al-Bayad, Djelfa, également Béchar, 27 degrés à Biskra, 29 Gardaya, 28 à Elizi, 27 à Tamanrasset et Janet, 33 degrés à Adra, 35 Insalah, Ingezam et enfin le maximum cette fois-ci à Bourj Bedi Mokhtar avec 37 degrés. La mer, quant à elle, eh bien, elle sera agitée sur toutes les côtes algériennes avec des vents qui vont souffler entre 20 et 40 km/h sur les côtes centre et est et 30 à 60 km/h sur les côtes ouest et les vents seront de secteur sud-est à est. Et cette fois-ci, on va faire un petit tour du côté de l'Amérique du Nord où on aura un ciel plutôt passagèrement nuageux à Montréal, New York, Washington, également Dallas, des nuages chargés de pluie à Vancouver, Miami et Mexico. Le mercure affichera 2 degrés seulement à Montréal, 11 à Vancouver, 16 à New York, 20 degrés à Washington, 24 en Californie, 26 Mexico et enfin 27 degrés le maximum cette fois-ci à Miami. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup, merci infiniment, Amel. C'est toujours un plaisir de vous retrouver le matin. Merci, Radia. Votre sourire égaye ce plateau. Ah, Donc, merci infiniment pour toutes ces précisions météorologiques. Soyez très très prudents pour le vent de sable. Oui, oui. Surtout pour ceux qui sont malades, qui ont de l'asthme. Donc c'est propice pour... Voilà, éviter de sortir peut-être, ou voilà, si on limiter, limiter ces sorties. C'est encore mieux. Oui, parce qu'on l'a bien senti durant la soirée aussi. La soirée, ce matin et toute la journée. Effectivement, effectivement. Donc, après cette vague de sirocco, on va parler un petit peu de la beauté de l'Algérie. Ah bah oui. Oui, ce pays quand même reste beau en toute saison. Exactement, au nord comme au sud. Hein. Oui, mais c'est vrai que les vents de sable empêchent quand même de profiter du Sahara et de ses beautés, voilà, de la... De toute façon, le mois de mars est connu pour les vents de sable. Voilà, ça, il marque aussi la fin de la saison saharienne, exact. La saison touristique saharienne, donc marque, voilà, et touche à sa fin. On peut encore profiter au mois de mars, mais c'est vrai que vigilance est de mise parce qu'on peut aussi être face à, voilà, se retrouver face à ces vents de sable qui peuvent nous empêcher. Les températures vont augmenter, hein, c'est pas comme tout à fait. Janvier, février. Hein. Tout à fait, mais en fait, on peut toujours profiter du Nord, hein. Même le Nord, on peut y toucher. Hein. J'ai vu les images sur les réseaux sociaux, mais bon. Il y a de belles images qu'on voit. Voilà, en tout cas, Blédizi, non? C'est voilà, je disais qu'elle était belle cette Algérie, mais je suis pas la seule à le dire. Il y a un groupe qui chante la beauté de l'Algérie, Blédizina. C'est parti, c'est pour tout de suite. جالت بين الجبال وردة فتاحة تمتاز بالزين جودة وأصالة يا متروين جرنا دمائنا ويقدمينا دفك ضنائي جنت انت سكالين برها الناس تسغمانين مرهرين أرغمانين سرك الخال ويهكا زرعي الدور عن الدنيا بس تفهمي منت بس كل النتيجة اللي هي ما تصندس فيه الجنة
جلتي يا بلادي ربي على قدراك ما بالجبل تنادي صحراء بلا النخيل نطافس فالسنة يلا ميتلام تنريموها تنوانتيسس دولام جنات تسكالي رهنت الزغمانين جنات تسكالين درهنت الزغمانين الذي انا نبغيك انت بقلبي احواك ساكن في بالي ديما ديما اوه يا بلادي زينة اوه يا بلادي زينة اوه يا بلادي زينة ان شاء الله ربي حفظك لينا نكنك وتننا ديسن زنرة من الطاف سفوسيا نمدا جانت ديننا انت دغن وانا الطاف سلعة نكسوطة سينجا جانتك لنا أقصتي سنولا تسيلي لنا نتكل سافلا سنار دفي وتدي ومستان منك تسري وما كان اللي وصار الهان مغارن دليا اظن جنت ورق سلمتات هاتي سلات تسيلي ونافنتات ميدان الدونات بلاد الخير وردة في الصحراء بلادنا نحبوها وحنا نردوها تاريخ جدود عمرو ما يموت بلاد بن مهيدي والشيخ حمود من الطاف سفوسيا تكني ما يولاغن أكلنا أكلنا وين جنت انتاي تيزارا هاتي فينا غدرارا هافول صراطنت لانيني وتيانا سوار ومسند سنار دفة وتدي ومستان منك تسري وما كان اللي وصار الهاني مغارن دليا اظن Il y a un clip tourné dans la perle du désert, Janet, qu'on a reconnu à l'image, une très belle région qui séduit plus d'un. Donc voilà, dommage que ce soit la fin de la saison. Voilà, il faudra prendre rendez-vous pour l'automne prochain pour visiter cette belle contrée, ou alors carrément pour ceux qui supportent justement la chaleur de l'été, ils peuvent toujours y aller. Il n'y a pas de vent de sable durant cette saison également, mais à condition de supporter la chaleur. Voilà, elle nous aide justement à mettre une onde de fraîcheur sur le plateau. Il s'agit de Siham Kenouch et elle vient d'arriver, donc avec ce sirocco. Oui, bonjour. Voilà venir la fraîcheur avec Siham. Bonjour. Ça va, ça va? Ça va? Oui, très bien, merci. Et vous? Alhamdoulilah, ça va. Super. Aujourd'hui, c'est très spécial. Oui. Bon, c'est vrai qu'il y a un sirocco. Oui. C'est vrai que bon, il fait quand même une température assez élevée. On la ressent, mais je pense qu'il ne faut pas se découvrir. Hein. Nous ne sommes même pas en avril. En avril, ne te découvre pas d'un fil, absolument. N'est-ce pas? Non, en tout cas, ce que je voudrais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'un mets, donc d'un plat qui a vu le jour, on va dire dans le Nord-Afrique, dans la nord d'Afrique, dans le Nord africain. Et c'est un mets ou c'est une douceur qui est devenue une tradition nord-africaine, donc je disais, et qui est très célèbre aussi chez nous. D'accord. Alors, comment cela a commencé? Allez-y, Siham. Alors, nous sommes à Kérouan. D'accord. Donc, Kérouan, Kairouan, nous sommes en Tunisie. Et il y a eu 2 années de sécheresse. Il y avait les dattes, ou plutôt les palmiers, qui étaient très très avares, on va dire. Il n'y avait pas beaucoup de dattes. Et vous savez, les dattes, dans ces régions-là, c'était le plat principal. Quand on est à Kérouan, on ne parle pas vraiment de blé ou d'orge. Nous sommes, c'est un petit peu au sud, donc c'est véritablement les dattes. Et c'était la sécheresse, il faisait très chaud, je suppose qu'il y avait des siroccos comme cela. Les pluies, alors que Kérouan, c'était une ville où il y a beaucoup de pluie, beaucoup d'eau, et voilà, les pluies étaient pratiquement à sec. Seulement, il fallait trouver une astuce ou quelque chose afin de conserver ces dattes fraîches pour
aussi longtemps possible. Alors, il D'accord. fallait Les conserver, les en fait. conserver. Trouver un moyen de conserver. Exactement. Il fallait trouver un moyen de conserver ces dates jusqu'au printemps, jusqu'en été, etc. Et il y a eu donc une cuisinière dans le palais des Araliba, dans les Alabides, qui a pensé à quelque chose de très simple. Elle avait beaucoup de semoule. Elle avait beaucoup de semoule, donc elle a pris les dattes, elle a façonné une pâte de dattes bien sûr, ce qu'on appelle ras aujourd'hui, et elle l'a couvert de semoule pour qu'il n'y ait pas d'humidité, pour que ça rentre pas, l'humidité ne touche pas la date qui est à l'intérieur. Elle a fait, elle a mis cette, donc imaginez, il y a des dattes, elles sont enrobées ou complètement couvertes par une couche de pâte, donc de semoule, et afin que ça ne prenne pas d'humidité, elle a mis ça pendant 15 minutes au four et elle l'a fait ressortir. Ça s'est conservé. Donc nous sommes, on va dire, septembre-octobre, et ça s'est conservé jusqu'au mois de septembre, de mars, avril, etc. Donc jusqu'au printemps. Quand on a découpé la semoule, a trouvé que le reste était toujours frais et était toujours savoureux tendre, et doux, savoureux Super. et de là, un mets ou un gâteau est né, n'est-ce pas? Parce qu'on on a trouvé que c'était pas mal d'en faire un boudin et puis de couper et de conserver. Au début, on mangeait juste le reste parce que c'était le but. En fait, c'était de pouvoir profiter de vertu de la date. Oui, de profiter et puis de retrouver cette pâte de date assez fraîche. Et après, on a essayé de déguster ça avec la pâte qui l'enrobait. Et puis, c'est devenu un plat que nous connaissons dans le nord africain. Oui. On le découvre? Allons-y. On le découvre? Allons-y. Depuis tout à l'heure, j'attends que vous enleviez votre serviette. On compte jusqu'à 3? 1, 2 et 3. Tada! Voilà. Donc, c'est notre fameux braj. Le braj ou le mbarja, ça dépend. Voilà, c'est le braj et c'est pour ça que, en fait, c'est un mets qu'on retrouve énormément à l'est algérien et ça fête le printemps. Ça marque le début du printemps, effectivement. Voilà. Si les vents de sable marquent la fin, justement, d'une saison saharienne, extraordinaire, on va dire. Et on a le braj qui marque, c'est vrai qu'à chaque printemps, chez nous, on avait cette tradition, justement, exactement, de déguster. Donc, il faut savoir que la pâte, je veux dire que le rers ou la pâte de date est toujours à l'intérieur et elle est couverte et elle est enrobée donc de pâte ou de semoule, et les dattes, si vous les croquez, vous allez trouver que c'est quand même des dattes qui restent assez fraîches. Donc d'abord c'était un plat donc de fortune, c'était une astuce afin de préserver et de garder. Une astuce de survie, carrément. Tout à fait, pour garder le reste de la pâte de date. Et puis c'est devenu un mets. Une autre tradition qui est venue une dizaine d'années ou 15 années après, toujours chez les Araliba. Alors, une cuisinière qui a pensé... On parle de Rfis Tounsi aussi, c'est à peu près la même chose. Mais c'est malaxé. Exactement. Donc, une autre dame qui vient du palais toujours des Araliba et qui a ajouté du miel à ce mets-là, qui s'est retrouvé avec un autre mets ou un autre gâteau qui est le makroud. Le makroud aussi, oui. Voilà, ça a commencé avec... Qui est trempé dans du miel. Tout à fait. Donc, ça a commencé avec... franchement, rien du tout. Hein. C'était une façon de conserver les dates. On s'est retrouvé avec le braj. Et puis hop, on a sauté al-makroud. L'origine est la même. D'accord. Donc d'abord al-braj, ensuite al-makroud. Un peu plus raffiné, un peu mieux décoré. Et on voyait bien que ça sortait d'un palais. On voyait bien que ça sortait d'un palais. Et c'est pour ça que Kérouan, aujourd'hui, c'est la capitale du makroud. Par contre, Rfis Tounsi, qui est aussi un mélange de dattes et de semoule, c'est vraiment le plat du pauvre. Alors, c'est le petit... Rfis, c'est plus le sud algérien. L'Algérien est tunisien aussi. C'est plus dans la région de Nafta, dans la région de Tawzar. Donc, c'est véritablement le sud. Hein. Là, on retrouve le rers malaxé et mélangé à la semoule et du beurre ou d'haine, tout simplement. Mais là, nous sommes chez les palais, chez les citadins, n'est-ce pas, chez les sédentaires. Nous sommes dans une grande capitale qui est Araliba. D'ailleurs, le même mets, donc le braj, est passé
en Sicile, à Palerme. On le retrouve parce qu'en fait, il faut se rappeler que c'est Raliba qui ont construit Palerme et qui était leur résidence d'été. Donc si vous allez à Palerme, ne vous étonnez pas trop de retrouver le barrage. Et non, ce n'est pas un Tunisien qui les fait, ce n'est pas un Algérien qui les prépare, ce sont des Siciliens parce que c'est devenu aussi un gâteau sicilien. Donc c'est très méditerranéen comme et c'est un gâteau qui a évolué avec le temps dans la mesure où voilà, on y ajoute un petit peu des saveurs, un beurre qui oui, est ça raffiné. dépend comment on le prépare. Donc chaque maîtresse de maison a son astuce. Alors je citerai la dextérité, donc j'ai envie de dire, de la dame. Elle est journaliste, c'est une collègue à nous qui a préparé le brage et qui m'a appelé, elle me dit, alors je salue Wahiba, bonjour Wahiba, ils sont franchement délicieux. Tes brades, je ne sais pas comment tu les as préparés, mais en tous les cas, pour une journaliste, chapeau bas, bravo. Oui, absolument, j'imagine. Donc voilà, vous voulez goûter là, tiens avec plaisir. Ça vous dit? Bah allez-y. Vive le printemps, hein, nous y sommes déjà, n'est-ce pas? On fait un vœu? Ouais, fais un vœu. C'est pas des cerises, hein, mais bon. Mais c'est pas grave. C'est juste, vous allez voir que c'est très tendre. Et on savoure très bien. C'est vrai que c'est très bon. C'est très bon. Ah oui, je retrouve la vraie saveur. C'est une mélodie. Et à l'originel, donc je pense que c'est quand même... alors, si vous n'avez pensé à... Si vos enfants ne sont pas encore réveillés, si votre mari dort toujours, si vous avez pensé à un bon petit déjeuner, allez, c'est facile, c'est rien, c'est un tour de main et c'est joué. Donc pensez-y, mesdames, Baraj, c'est la période, c'est la saison, avec un bon café ou avec un tasse de Yazid nous dit en régie que voilà, avec ce début de dégustation, ça y est, le brouillard, la brume, la poussière sont en train de partir. Je suppose le printemps s'installe. Ils vont pas me laisser beaucoup. Ils attendent. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Sihem. Mais je vous en prie, c'est moi. Voilà, Sihem Kennouch qu'on retrouvera, mesdames, messieurs, donc la semaine prochaine, dès lundi ou mardi également, donc pour des rites, des mythes, des légendes, des histoires extraordinaires. Merci. Merci, Charles. Merci. On retrouvera dans un petit instant un autre invité pour parler de cinéma cette fois-ci, mais avant... Découvrons ce passionné, ce collectionneur qui a été rencontré par notre reporter, globetrotter, je dirais même, Saïda Mayouf. Elle nous raconte son histoire tout de suite. Bienvenue à la caverne d'Ali Baba. Ce petit local de la commune d'Ouled-Tebben au sud de Sétif regorge d'objets anciens et d'autres vieillots. Tout y est, des centaines de pièces de mobilier datant d'une autre époque, des outils agricoles, des ustensiles de cuisine, des lampes, des appareils téléphoniques ou encore des fers à repasser. Et la liste est encore bien plus longue, englobant également des journaux qui vous remonteront le temps jusqu'en 1917 ou encore cette marmite ayant servi aux Moudjahidines à l'époque de la guerre de libération nationale. Ayant réalisé que tous ces objets du patrimoine national sont voués à disparaître au fil des ans, j'ai eu l'idée de les rassembler et d'en faire une collection variée. Tenez par exemple, cette marmite a servi des années durant à nos glorieux Moudjahidines durant la guerre de libération nationale. Elle demeurera à tout jamais témoin de cette époque. Mon objectif par là est de faire connaître aux générations futures le mode de vie de leurs ancêtres et des pans mémorables de notre histoire. في نفس الوقت نوصلوا رسالة للأجيال كيف كان آباؤنا وأجدادنا يستعملون هذه الوسائل. Un travail de longue haleine et d'une patience extrême que l'Akhtar Soubhi, retraité de l'éducation nationale, a entrepris depuis la fin des années 70 avec une grande munitie. D'autant que ce petit musée est devenu au fil des ans lieu de recherche et source d'information, même à l'international. ثم تطورت الفكرة صبحت هواية. L'idée de la collection a mûri chez moi jusqu'à devenir une passion. Étant retraité actuellement, je m'y consacre entièrement. D'ailleurs, ce qui me motive davantage, c'est l'engouement de nombreux chercheurs nationaux et internationaux qui viennent puiser des informations dans cet espace. J'ai des étudiants doctorants et d'autres en master en histoire qui trouvent ici la matière qu'ils recherchent. عندي 6 اللي ساعدتهم في الدكتوراه. بالنسبة للمتحف هذا
أصبح قبلة لجميع المثقفين. Ce petit musée est un véritable rayonnement du savoir en matière d'histoire. Nombreux intellectuels y trouvent l'objet rare qui alimente leurs recherches. Toute une encyclopédie se cache entre ces murs. ويسقسي ويستفسروا مع الأستاذ هذا اللي ربي يبارك فيه يعني موسوعة. Avec ces anciennes pièces de monnaie savamment agencées, cette riche collection du patrimoine, véritable témoin du passé et référence en matière d'histoire, vous fera certainement vivre des émotions nostalgiques via un voyage à travers différentes ères et vous permettra ainsi de mesurer tant de progrès parcourus au fil des successions de générations. Voilà, les yeux rivés, plongés, voilà, sur le programme de l'événement dont on va parler à l'instant avec notre invité Aziz Hamdi qui vient de nous rejoindre. Il représente le CADC, organisateur de cette semaine du film documentaire abrité actuellement par le cinéma Al-Khayem. C'est en plein centre d'Alger. Bienvenue, Aziz Hamdi. Bonjour madame, bonjour aux téléspectateurs. Ça va? Ouais. Un programme très riche au point où je me suis oubliée. Effectivement, il y a quand même 12 films qui vont se défiler pendant 6 jours de projection. Qui ont déjà commencé d'ores et déjà à défiler. Hein. Oui, c'était enfin on est là déjà depuis le 12 et ça va être jusqu'au 17 mars à la salle Cinéma Al-Khayem. Beaucoup de gens ne connaissent pas malheureusement la salle, enfin la nouvelle appellation Al-Khayem, beaucoup plus. Les gens connaissent le cinéma Debussy. D'ailleurs on dit Debussy et même quand on a affiché on a des ex-Debussy. Bon, c'est une salle qui n'a pas travaillé depuis des années, et ben tant mieux. Elle a été réhabilitée il y a pas mal d'années, mais c'est vrai qu'elle n'est pas souvent prise en charge pour la programmation comme d'autres salles de cinéma d'Alger. Donc là, en partenariat avec l'APC d'Alger, vous avez décidé de mettre tous les projecteurs sur cet espace culturel. Et j'imagine justement pour drainer plus de public, pour dire que ce cinéma est là et pour servir justement les cinéphiles et les amoureux du grand écran. Donc voilà, il y a une très belle brochette de réalisateurs, jeunes et moins jeunes, qui ont d'ores et déjà présenté leurs films. Et là, on réitère leur programmation parce que vraiment le public n'a pas suffisamment consommé ce type justement de film. En fait, oui, et surtout le documentaire parce qu'il est déjà lent. Lent et lourd dans la distribution du film documentaire. Les canaux de distribution ne sont pas disponibles déjà pour le film en général et surtout pour le documentaire. Donc nos partenaires, les partenaires commerciaux ils ne sont pas vraiment intéressés, je ne peux pas dire qu'ils désintéressent, mais ils préfèrent les films fiction parce que c'est ce qui marche de plus. Donc il faut trouver une formule ou une forme comment distribuer ou mettre ces films à disposition du public. Donc on a réfléchi, on a trouvé ces activités, on peut dire pilotes en parallèle, parce que l'activité principale du CADC reste la production et la distribution des films. Donc en parallèle, il y a ces mini-activités qui est la semaine du court-métrage, la semaine du documentaire, et bientôt il y aura une semaine pour le film d'animation pour le public jeune. C'est prévu pour les vacances du printemps. Donc voilà, et Cinéma Al-Khayem, le choix n'était pas fait, c'était pas le fruit du hasard, mais c'était réfléchi. C'était réfléchi parce que on a hésité entre. Je tiens à remercier quand même l'APC d'Alger Centre qui a mis à notre disposition la salle. Donc on a hésité entre la salle Algéria, qui est une salle... Qui elle aussi est en plein centre d'Alger et qui donne sur l'avenue principale de la capitale. Qui fait partie du patrimoine de l'APC d'Alger Centre.
Mais comme vous avez dit, c'est une salle qui a été réhabilitée depuis des années, mais qui ne travaille pas. On s'est dit, bah voilà, une pierre deux coups. Une occasion pour justement rapprocher le public de cet espace. Oui, très bien. Ouais. C'est vrai que on a cité votre premier partenaire, la PC d'Alger, pour cette opération, mais il y a aussi une autre collaboration, celle avec l'OPCA, donc qui a pris part à cet élan. Et donc la semaine, coup d'envoi, c'était le 12. Vous avez commencé avec un trio quand même qui est assez intéressant. Donc Jean Asselmeyer pour André Ravero, et puis 143 rue du Désert avec Hassan Farhani, et Babylone Constantine de Sid Ahmed Semienne. Donc c'était, voilà, le démarrage s'est fait par ces trois signatures. Non, le démarrage était avec les deux films, oui. Donc André Ravero et 143 rue du Désert. C'était le deuxième jour, c'était dimanche, oui, le Babylone de Constantine. Non, quand je dis c'est le cycle qui démarre comme ça. Oui, et là j'ai remarqué que le public algérien, c'est un cinéphile parce que Sid Ahmed Semienne, quand même, c'est un nom. Oui, pas que dans le cinéma, mais dans le journalisme aussi. Et la preuve, c'est que sa projection était... c'était le deuxième jour à 16h, mais à la Drini, quand même, la salle était à moitié pleine. Donc, et c'est là où j'ai compris que le public vraiment choisit vraiment son comment dirais-je, ses personnalités fétiches, voilà. Tout donc il choisit son réalisateur. Mais c'est vrai, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions pour voir ce film en particulier. Donc là, j'imagine que beaucoup d'attentes ont eu réponse grâce à cette programmation. Oui, en plus, c'est un film qui traite une activité culturelle assez comment dirais-je, il montre connue. Un peu le background de Constantine à travers son film documentaire, les artistes. Et le festival d'Ima Jazz. Voilà, d'Ima Jazz, les artistes, les jeunes. C'est un festival connu qui draine beaucoup de public jeune. Et on est toujours curieux de savoir un festival c'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses, etc. Donc c'est pour ça que c'était une occasion et c'était un sujet très important et émouvant en même temps parce que en racontant l'histoire, moi personnellement je connaissais pas et ce sont des jeunes qui guident l'histoire quelque part, qui lui montrent des pépites dans Constantine qui font la visite. Des jeunes engagés qui ont... Oui, justement, l'histoire du festival. Le film raconte cette histoire et comment que ce festival, il a résisté. Et les gens qui ont créé ce festival, ils ont résisté à la décennie noire, le terrorisme, l'idée à l'époque de Aziz Djemem, un passionné qui... Effectivement, à travers la musique et... Enfin, c'est un message parce que le film documentaire, c'est comme le court-métrage, c'est des films qui portent un message pour dire, voilà, avec la culture et la musique, on peut résister. On a vu aussi apparaître à l'écran des extraits du film 143, le désert, donc, qui a été primé plus d'une fois donc, à l'étranger. Ouais, celui de Hassan Farhani c'était le deuxième long métrage de Hassan Farhani, 143 rue du désert. Bah, pour moi, il reste l'un des films qui m'ont marqué. Bah, quand je dis les films, même des films documentaires qui m'ont marqué, pas que des films algériens. Parce que l'histoire, c'était déjà l'originalité de l'histoire, la vieille Malika qui vit tout seul dans un gourbet sur la route nationale numéro 1, donc qui vit de peu, donc elle vend des cafés, des sandwichs pour les routiers. Un petit café, gargote, comme exactement, ça, pour les une gargote placée au milieu de nulle part. Et Hassan vraiment nous a mis toute, comment dirais-je, parce que c'est triste de voir une vie pareille, mais Hassan Farhani l'a su à travers sa caméra, nous a fait plonger dans un extase de bonheur cinématographique, c'était vraiment magnifique. Et la preuve, elle a été primée dans plus d'une fois, notamment au festival Locarno en Italie, tout, donc des festivals de renommée mondiale, et là, il a eu des prix. Aussi, le film de Hassan, il a été attendu, kiff, donc il y a eu pas mal de personnes à l'intérieur de la salle.
Et d'autres, ils regrettent parce que c'était un jour de semaine. Enfin, c'était Oui, les c'était un personnes qui travaillent samedi. n'avaient pas pu. Oui, oui, tout à C'était fait. un samedi. Maintenant, les gens profitent les week-ends et tout. C'est donc bientôt Ramadan. Ouais, pas toujours évident, la C'est pas vérité. évident de plaire à tout le monde. Mais Inch'Allah, le mois de Ramadan, comme on s'est parlé Oui, en off, oui, on oui. on va refaire toute une programmation. Et on- j'espère qu'on aura la liberté d'être présent dans toutes les salles d'Algérie. En Ben, tout cas, j'espère. ça a été une opportunité cette semaine pour le lancement aussi de nouveaux produits, de nouvelles créations Exactement. cinématographiques, des films documentaires, à Ouais. l'instar de celui de Fatiha Borouina, donc qui a connu son avant-première voilà, il y a 2 jours, je pense. Voilà, C'était c'était le avant-hier, 13, ouais. voilà, il y a 2 jours. Et donc, voilà, avec un grand engouement, elle qui s'intéresse au patronyme, au nom, voilà. Oui, aussi, c'était une avant-première et dommage, elle n'a pas pu assister parce qu'elle est en tournage ailleurs. Mhm. Oui, c'est un documentaire, il est assez important parce qu'il traite un sujet aussi sensible, le patronyme algérien, donc la loi de l'état civil Voilà. à l'époque de la France, donc comment que le colonialisme, donc l'atrocité de le colonialisme, Oui. c'était pas que militaire ou physique, donc il y a aussi ça, on dénègre, on humilie les familles en leur donnant Oui. des noms qui... Oui, par exemple, hier, on a reçu sur ce même plateau l'héritier de Mouloud Pharaon et à travers leur histoire, on a su que la famille Pharaon avait eu ce patronyme imposé parce que Exactement. c'était quand même une tribu qui avait son propre patronyme et qui a été complètement déviée de ses origines enfin, à cause de cette loi injuste, justement. Voilà. Donc ça raconte l'histoire des patronymes algériens, bien sûr, durant cette période coloniale. Mais Ouais. il y a 2 autres. En fait, il y a encore 2 autres avant-premières, hein. En fait, le film Celle, d'hier, celle Sophonisme, oui, était Sophonisme. pareil. Le film d'hier, on aurait dû le lancer en tant Pardon. qu'avant-première. Mais bon, comme le réalisateur a décidé, Allah yarhamou, Abdallah Touhami, emporté par le Oui. Covid, donc on a fait une projection en attendant de faire une projection entre Spécial. guillemets spéciale ou officielle. Normalement, ça sera à Dar Abdel-Latif, au Villa Oui. Abdel-Latif, en présence de la famille du défunt et l'équipe de production. Ça nous plonge directement dans l'histoire antique de l'Algérie, donc Sophonisme. Ouais, Cette, il était cette magnifique histoire magnifique, justement. le documentaire hier Mhm. parce que Sophonisme, déjà, on ne connaît pas. On connaît peut-être son époux Massinissa Oui. et son premier époux Sifax, mais on ne connaît pas l'histoire de cette femme qui a été Et de la sacrifiée. rivalité, et Ouais, etc., exactement, etc. qui a été sacrifiée politiquement pour Oui. des fins politiques. On a sacrifié cette femme qui est historiquement philosophe et artiste en même temps. Donc Oui. l'histoire n'a pas lui donné ce qu'elle mérite. Donc voilà, et aujourd'hui C'est pour aussi, dire vraiment voilà. que voilà, le panel est très large, les Oui, visions, les il y en a perceptions. pour tous les goûts. Ouais. Ouais, il y en a pour tous les goûts, donc on va peut-être donner un aperçu de ce qui reste de cette programmation Il y a à ceux qui nous aujourd'hui, suivent ce matin. le film de Fatiha Aliane, Bahrouna. Donc Bahrouna, voilà, donc, encore oui. une autre fois, une autre dimension, notre couloir. C'est un film documentaire Qui passe pour la première fois, qui d'ailleurs. passe pour la première fois, mais il est beaucoup plus géologique et tout ce qui est Oui. géographie parce que ça raconte, elle va nous montrer les profondeurs de la Méditerranée. Donc Bahrouna, c'est Oui. à travers une petite équipe de plongeurs qu'elle a suivi pendant ce tournage. Et Voilà, après- ce sera donc à partir de 18h. Exactement, c'est aujourd'hui à 18h. Et demain, il y aura le film de Hussein Saadini, Là-bas ni là-bas, donc Nihna Lilhe. Oui. Là aussi, c'est un sujet Et c'est assez toujours, pointillé. voilà, c'est c'est le toujours de sujet- l'inédit, hein. Là aussi, c'est un Ouais, nou- c'est une nou- avant-première. c'est une avant-première. Exactement, Nihna Lilhe, donc c'est un documentaire qui raconte enfin,
le destin de gens qui se balancent entre les deux rives. Donc, ni hna ni liheh, donc les gens qui peinent à se retrouver, donc ni ici ni à l'étranger. Donc c'est une histoire qui suspendu raconte, entre deux cultures, entre deux pays. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une histoire très émouvante que le public pourra découvrir demain à partir de 18h. Le dernier jour, jeudi, il y aura le film Mansoura tu nous as séparés de Dorothée Kellou. Là aussi, ça raconte une histoire, ça raconte le désastre de l'immigration, mais quoique là, c'est une immigration un petit peu pratiquement obligée, parce que son père n'a pas connu l'Algérie, parce qu'ils ont été exilés pendant le colonialisme. Et Dorothée, là, revient dans son village. Voilà, elle raconte, elle découvre son village à travers ce film. Voilà, très bien. Et on va aussi découvrir le même jour Enrico Mattei et la révolution algérienne de Ali Ayadi, 53 minutes, et ce sera à 18h. Donc là, le même, voilà, ça clôturera le cycle qui aura duré donc toute une semaine. Une presque. semaine, Voilà. Voilà, donc normalement c'est ça. J'espère que le public sera au rendez-vous. J'espère qu'on sera à la hauteur quand même, parce qu'il y a du boulot là-dedans quand on voit ces films et la qualité des films et tout. Donc, on terminera peut-être par une note très positive dans la mesure où voilà, le CADC réfléchit déjà d'emblée à reprogrammer l'ensemble de ces films qui sont très intéressants. Chacun raconte une histoire particulière, donc il y a une probabilité de projection durant Ramadan. Non, sûrement. Sûrement. Durant le mois de Ramadan, sûrement il y aura des projections, pas que du film documentaire, mais vous savez que le CADC, on a distribué quand même plus de 14 films durant l'année précédente, donc en 2021. Après, les circonstances et la crise sanitaire a fait que le public n'a pas eu la chance de découvrir tous ces films. Donc là, pour faire une nouvelle distribution, ça va être difficile parce qu'il y a des nouveaux films qui vont venir. Il y a le film de Adila Ben Dimrad, La dernière reine d'Alger, c'est Mohamed. Probablement le film L'Arbi Ben Mehdi que le public attend depuis des années. Effectivement. Donc pour faire une nouvelle distribution, ça va être difficile, mais j'ai dit que on trouvera d'autres opportunités, comment placer ces films dans les différentes salles d'Algérie. En tout cas, on attendra avec plaisir justement tous ces programmes dans le futur proche, et je vous souhaite en tout cas bon vent pour les projections qui attendent lors de cette semaine dédiée aux films documentaires. C'est au cinéma Al-Khiyem. Merci infiniment à Alice Hamdi. Merci à ceux qui sont avec nous voilà, et qui ont vraiment pu profiter de ces informations liées au cinéma et au grand écran. Et tout de suite, on va parler d'une toute autre expérience après cette interlude. Cadeau pour cette journée, je le reçois de mon collègue de travail et je le remercie beaucoup. Les fleurs surtout. Ouais, هي المليئة بالمعاني les fleurs. Au-delà des roses, des parfums, des coffrets de chocolat, le combat continue, souvent relevé par des femmes très courageuses. C'est le cas de Soulef, détentrice du premier prix de créateur d'espoir, un programme international qui cible des personnes qui apportent un plus dans leur société, au pays. Déjà jeune, j'adorais les travaux manuels. J'ai créé un atelier d'artisanat où je forme des personnes aux besoins spécifiques aux personnes normales. Je suis très heureuse d'avoir reçu cette distinction internationale, surtout que je suis la première dans la catégorie des personnes aux besoins spécifiques. Toutes ces femmes innovatrices, battantes, exposent leurs créations, fruits de leurs efforts, fournis avec beaucoup d'amour et de passion. On est
est là dans un événement pour montrer un petit peu l'artisanat de la femme. Ce que la femme, franchement, pour vous dire que la femme algérienne, elle a des doigts de fée. Je suis esthéticienne. Après un accident mortel et 5 opérations, je me suis relevée et je continue à travailler pour mes enfants. Un grand travail de sensibilisation a été organisé en marge de toutes ces activités. C'est la sensibilisation contre le cancer de l'utérus, en présence de Dr Mayouche, gynécologue et sexologue. Alors aujourd'hui, je suis venue spécialement pour faire de la sensibilisation par rapport au néo du col, le cancer du col. En fait, c'est un cancer qui est très facilement dépistable par le frottis. C'est un geste vraiment simple, indolore, qu'on peut le faire partout. Ça se fait partout, les polycliniques, les hôpitaux, les privés. Et malheureusement, les femmes ne le font pas aussi fréquemment qu'on le voudrait. Donc là, je suis là vraiment par rapport à ça. Je vous dis, mesdames, prenez soin de vous, faites vos dépistages, prenez du temps pour vous. Préserver sa santé, c'est préserver son entourage, car la femme est considérée comme l'épine dorsale de toute société. Voilà, c'était là un reportage signé Samia Bouharour qui a été à la rencontre de cette bénévole chargée de la sensibilisation au cancer de l'utérus, comme le disait si bien le reportage. Nous allons parler aussi de cette frange qui a été mise en valeur hier à travers la journée nationale des personnes en situation de handicap. Et pour en parler, nous avons grand plaisir à recevoir les représentantes et bénévoles d'une association qui fait énormément de bien à ces personnes en particulier. Il s'agit de l'association Artisanat et Espoir. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Delit Mounira. Bienvenue. Bonjour, bienvenue, merci. Voilà, qui donne de son temps, justement, qui forme cette génération montante de personnes aux besoins spécifiques. Elle a à côté d'elle son acolyte de tous les jours, Madame Abedou Nassera, bienvenue. Vous êtes également une bénévole complètement investie, justement, avec cette enfance qui en a besoin. Bonjour, merci de nous avoir invités. Merci à vous d'être là et vous avez avec vous donc un de vos stagiaires, Aït Oumeziane Michael, donc qui a prouvé sa dextérité en fabriquant des objets d'une grande beauté, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Voilà, on a même des exemples là sur le plateau. Voilà, vous avez des exemples et après... Oui, c'est très bien. Ça vous fait du bien, Michael, donc de vous joindre à cet atelier, de bien sûr, travailler. ça me fait beaucoup, beaucoup du bien. Oui. Ça me fait vraiment plaisir d'être à l'atelier, d'être accompagné par Madame Mounira. Allez, Tata, c'est pas grave. Tata Mounira et Tata Nassera, ça me fait plaisir de les voir et en même temps, ça me donne de l'énergie. Voilà. Et après, Voilà, et tu t'exprimes. Voilà. Ça te permet de m'exprimer. Excellent. Voilà, je vous présente ce que oui, avec plaisir. On va commencer d'abord par cela, allez. Ce que je fais. Ça, ce sont des petits sous-tasses. Des sous-tasses. En mosaïque. Excellent. Voilà, elles sont très belles. Et là, c'est une matière qui est brillante, un peu nacrée. Alors, tu lui expliques, c'est des tesselles. C'est des tesselles. C'est grâce à Tata Mounira et à Tata Nassera que des fois je me dis il faut travailler. Oui. Il faut travailler sans t'arrêter. Oui. Alors moi, j'ai commencé ce dauphin. Oui. Avec Tata Mounira. Très bien. Je l'ai fini pendant... Ça m'a pris du temps. Combien de temps à peu près? Ça fait... Ouh, ça va, parce que c'était
c'est des petites tesselles. Voilà. C'est pas comme ici, ce sont de grands carreaux. Je peux le prendre? C'est les mêmes tesselles qu'il prend, qu'il découpe. Absolument. À l'aide d'une pince. Oui. Ça, c'est la coupe. Hein, Oui, de la ça, c'est la tesselle, coupe de la tesselle. Avec munition. Voilà. Ouais, c'est un travail un peu plus attentionné. minutieux parce Oui. que les petites tesselles sont petites. Oui. Ça demande de la dextérité. J'aimerais savoir quel type d'handicap, voilà, il souffre de quel handicap, Michael, ici présent? Michael, c'est un physique, c'est tout. Oui, d'accord. Capacité intellectuelle, elles sont intactes. Ça, on s'en est rendu compte. Il est d'une intelligence inouïe. Oui. Qui nous illumine les ateliers parce qu'on l'adore. Alors oui, cette bouffée d'oxygène était entourée de plein d'autres jeunes filles et jeunes gens donc, qui étaient présents hier, qui ont montré leur dextérité dans des ateliers pratiques animés par des bénévoles, dont les dames qui sont avec nous. On va découvrir un petit peu le coup d'envoi de cette manifestation culturelle abritée actuellement par Dar Abdel Latif et on y revient juste après pour en parler. On revient sur le plateau après ce reportage signé Sabrina Khlifi. Dar Abdel Latif accueille les stagiaires de l'association pour l'insertion des jeunes à besoins spécifiques, artisanat et espoir. Notre association s'occupe de l'insertion des jeunes à besoins spécifiques et elle a été créée en 2019, on a eu l'agrément en 2020. On prend en charge des jeunes à partir de 16 ans. On a un programme, on a mis au point un programme avec l'éducateur spécialisé. C'est un programme qui s'étale sur 4 ans. C'est-à-dire si le jeune vient à partir de 16 ans, à 20 ans, il est autonome. Il peut faire un produit tout seul. Sous le thème « Acquérir un métier, assurer l'avenir », cette expo-vente qui dure 4 jours permettra aux stagiaires de l'association de vendre leurs œuvres réalisées en cuir, mosaïque et canage. Je suis rentré en 2019, et là on a développé. J'ai rejoint l'association en 2019. On m'a beaucoup appris. J'ai développé mes capacités. Les gens me disent toujours bravo. Des travaux à nous, ils nous disent bravo. Des mosaïques, le cuir, la peinture. Je fais de la mosaïque, le cuir, la peinture. On a appris toutes les étapes de la réalisation. En marge de l'exposition, les formatrices de l'association animent des ateliers d'artisanat, une occasion pour voir les stagiaires à l'œuvre. J'ai entendu parler de cette association, donc j'ai pensé à aider un peu ces jeunes du mieux que je peux. Aujourd'hui, on a décidé de faire des ateliers de peinture. J'ai vite aimé les enfants, donc les enfants me demandent d'aller travailler avec eux, donc ça m'a fait plaisir. J'encadre ces enfants depuis 7 ans, depuis 2015. Et voilà, je suis bénévole. J'active comme bénévole au niveau de l'association. Je n'ai pas rencontré de difficultés avec ces enfants. Je n'ai pas du tout rencontré avec eux. Ils se sont adaptés à moi et ils sont très dociles, ils sont très artistes, ils sont merveilleux. L'exposition est visible jusqu'au 17 mars. Et oui, cette exposition mérite encouragement, donc j'espère que vous serez nombreux à rejoindre l'espace de Dar Abdel Latif, donc investi par ces jeunes pleins de talent, pleins de vie, pleins de vitalité, et qui sont savamment orchestrés et orientés par des dames, à l'instar de celles qui nous font l'honneur d'être ici ce matin, Madame Darij Mounira. Donc vous disiez dans le reportage que ça faisait déjà 7 ans que vous travailliez avec des enfants aux besoins spécifiques. Bien sûr, ces enfants, une fois sortis de l'école, donc se retrouvent un peu face au marché du travail. Cette opportunité est offerte par cette association, donc Artisanat et Métiers. Et donc, vous travaillez bénévolement.
Combien d'heures vous consacrez donc à l'association et à ces Je jeunes? ne compte pas les heures, Oui. ni les jours. Chaque matin, je vais vers ces enfants, sans compter les jours, les journées, le nombre de journées, ni le nombre d'heures. Je suis avec eux toute la journée, Oui. pratiquement tous les jours, 4 à 5 fois, des fois 5, des fois 4 fois par semaine. Et voilà. Voilà, l'objectif étant justement au terme de 4 ans de formation, de leur permettre de vivre de leur... d'acquérir un métier. Voilà, d'acquérir Tout un à fait. métier. Pour leur permettre de vivre aisément et sans l'aide de personne. L'autonomie. L'autonomie. Artisanat Espoir, une association à but non lucratif qui est active qui offre un cadre d'épanouissement Oui. pour nos stagiaires afin de les mener vers une insertion de les insérer dans la vie sociale. Oui. socio-professionnelle, une autonomie. Vous êtes carrément une seconde famille pour ces stagiaires. Parmi les nombreuses causes, parmi les plus nobles, la plus noble cause de l'association, c'est de créer un CAP, un centre de formation pour adapté pour le travail. Ça, c'est l'objectif numéro 1 dont on est en train de mettre sur pied. Un combat et vous avez reçu c'est un combat au sens propre. Oui, c'est un combat au sens quotidien. Oui. Le combat est au quotidien. Pour tous les membres. Moi, je trouve que c'est déjà très très bien d'offrir une continuité à la formation de ces jeunes. C'est le but, essentiel de leur permettre. En fait, vous avez une première année pour un petit peu déceler les dextérités différentes, donc les habilités de chacun, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est ce que vous faites. De voir aussi l'inspiration de l'un et l'inspiration de l'autre. Oui. Et ça, après, donc, vous les orientez. Après, bien sûr, on les oriente. Ça, c'est après leur transfert aux ateliers. Le cursus scolaire, il a été fait, j'étais avec eux parmi y compris Michael, hein, c'était un de mes élèves que j'ai encadré à l'école à Doua. Là où ils ont fait leur cursus scolaire, c'est des niveaux, jusqu'au niveau 6. Et arrivé au niveau 6, ils sont orientés à 17-18 ans, à partir de 17 ans, des fois 18 ans. Tout dépend de la capacité de l'enfant. Hein. Alors, dites-moi, Michael Laïtoumouziane, donc vous préférez quoi? Donc, les ateliers sont multiples. Parce qu'il y a certains qui choisissent la mosaïque, certains choisissent la peinture. Qu'est-ce que vous préférez, vous, Michael? Moi, au début, je suis rentré en 2019. Oui. C'est grâce à Dieu. Exceptionnellement. Je remercie tout le monde. Oui. Je remercie ma mère et ma maîtresse. Oui. Et je remercie Dieu. Et je suis fier de ce que je fais. Oui. Et je suis fier de faire de la mosaïque, que ce soit de la mosaïque, de la peinture ou le cuir. D'accord. Les trois, donc, vous avez testé les trois et vous n'avez pas de préférence? Non, moi je préfère que de la mosaïque. La mosaïque, c'est vraiment votre préférence. Donc ça va être ça votre spécialité à l'avenir. Et vous aurez peut-être votre propre atelier. Inch'Allah. On fait tout. Nous œuvrons pour qu'il soit autonome et qu'il travaille et qu'il vende ses œuvres. Oui. Parce qu'il faut savoir que ces enfants-là travaillent. Il y a beaucoup de tableaux qui sont faits et on désirerait que les gens viennent acheter leurs tableaux pour les aider. C'est de cette façon-ci que vous allez les aider. Voilà, c'est vrai. Aider les autres, c'est un petit peu votre cheval de bataille, votre valeur première. Tout à fait. On voudrait en faire des personnes à part entière dans cette société. Tout à fait.
Une insertion. On va les insérer pour être autonomes, qui ne dépendent de personne. L'autonomie, surtout l'autonomie. Je tiens à souligner quand même, Madame Abadou Nassera, donc vous qui êtes bénévole, qui offrez justement des journées comme ça à titre gracieux, voilà, complètement offertes à ces jeunes, c'est vrai que vous êtes aussi pour des messages de paix à travers une association dans le monde. À l'échelle internationale. Vous avez de nombreuses réalisations, donc vous avez participé à des manifestations à l'international et vous avez œuvré donc pour la paix dans cette association donc qui a été créée en Tunisie, association donc qui est à l'échelle de la Méditerranée. En tout cas, et je suis aussi pour les femmes afghanes. On a fait une grande ceinture pour les femmes afghanes. Oui, voilà. Excellent. En tout cas, on fait autre chose pour l'Ukraine. Oui. Voilà. Ah ben c'est bien, c'est d'actualité, donc encore dans l'esprit de solidarité. Donc merci mesdames, je rappelle que vous êtes toutes les deux, donc Madame Derridj ici présente, Mounira et vous-même, Nassera Abadou, vous êtes des bénévoles complètement dévoués pour l'insertion des jeunes aux besoins spécifiques, donc à travers l'association, on disait Artisanat Espoir. L'expo continue, il faut le dire. Donc Aïtoumeziane Michael ici présent donc, et parmi ses amis, il attend votre visite, il attend vos encouragements, donc j'espère que vous serez avec impatience, c'est bien dit ça. Voilà. Donc voilà, ils vous attendent avec impatience, leurs travaux sont d'une grande beauté, ils sont dignes du nombreux. Aidez-nous par ces médias pour... que les gens connaissent cette tranche de... Voilà, ils font de très belles choses, dignes de professionnels. Vous allez découvrir, être épatés. Surtout pour acheter leurs produits, pour les aider. Vous allez du mobilier, des objets de décoration. Oui, le canage, la des peinture, sacs, de la maroquinerie. Tout à fait. Et j'en passe. Handmade. À la main, tout est fait. Voilà, et très bien fini. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite bon vent pour la suite. Donc l'aventure continue à Dar Abdeltif jusqu'au 17, c'est bien ça? Donc je vous souhaite vraiment de recevoir un max de visiteurs d'ici là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On compte sur vous pour pour diffuser tout ça et pour nous envoyer du monde. Ah bah c'est fait. J'espère que le message est bien passé. En tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent ce matin. On continue de parler de dextérité, de savoir-faire à travers tout de suite un reportage qui montre, qui met en valeur justement un chef. Oui, peut-être que c'est un chef. En tout cas, on parlera d'art culinaire dans ce reportage avec Souhila. Alors Souhila voilà, j'avais du mal à le lire. Vous auriez dû introduire la voilà, dame pardon. avec nous. Vous vouliez dire, pardon? La dame qui, Madame Belhamid, parce qu'elle est un petit peu dans le même truc que nous. Oui, ben ça viendra tout de suite. En tout cas, merci. Donc tout de suite, reportage. Merci, Madame. ستيك ديال السينام وحنا فيك تربينا ستيك ديال السينام وحنا فيك تربينا محل الحاج بوعوينا سيدي على الدير يحمينا يا عينيا أنا سهيلة مطمد من سكيكتا مرحبا بك عنا شرفتونا ونورتونا. Je suis Souhila Matmoud de Skikta. Bienvenue chez nous. Vous nous avez honorés par votre présence. Je suis spécialisée dans la préparation des gâteaux et des plats traditionnels. J'ai appris ça de ma mère qui préparait des gâteaux. J'aimais beaucoup ça. Plus tard, j'ai pris le relais. ونحب ندير الحلويات تعلمت عليها. مرحبا بك من في Bienvenue dans la wilaya de Skikda. Vous nous avez honorés. Souhila a développé cette idée en début de la pandémie de la Covid-19. Elle a commencé à faire des gâteaux pour nous et les publier sur sa page Facebook. Par la suite, des abonnés l'ont contactée pour des commandes et c'est comme ça que l'idée a émergé. Elle me demandait des conseils, parfois je l'aidais. Doucement, maintenant elle vole de ses propres ailes. Et d'ailleurs, elle a veillé jusqu'à 4 heures du matin. بالعقل عاد اختي انا عاد دير لروحها كما البارح هي بكل الروح الصباح هي اللي تخدم قرص هذوك ديرها دوك انا اختيتها ساعات نعاونها هكا ما هي كي تاخذ فتيات هكا وراها عندها لو كوموند بزاف
نعاونها سينو ما نعاونهاش نقولها باش تانجاجي كيما يقولوا سبكي اللي طالب لي يسهر ليالي. J'ai commencé à faire mes propres gâteaux. Alhamdoulilah, maintenant j'ai ma propre clientèle qui est satisfaite de mes gâteaux. Je vous propose une partie de mes gâteaux, le makrout, baklawa et des tartes. نقدم لكم مجموعة من الحلويات تاعي خدمتهم بيدي. المقروط، بقلاوة، وبيان سور لي طاخت. ستيك ديال السينام وحنا فيك تربينا ستيك ديال السينام. Et maintenant, j'ai ma propre page, Souhila Matmat, sur laquelle je publie mes gâteaux. وليت ندير الحلويات تاعي ونحطها في الصفحة تاعي. نتمنى لها النجاح. Je lui souhaite beaucoup de réussite pour elle et pour vous. حاجة أكيد حابة نطور نفسي، حابة نحل محل تاعي خاص بيا. Je veux développer mon activité et ouvrir ma propre boutique dans la confection des gâteaux et plats traditionnels. واش صرالي أرواحي سوالي نحكي لك واش صرالي في قسنطينة تحليلي أي وديها قولي العاصمية. Aider les plus jeunes à s'affirmer dans la vie, c'est aussi la tentative et aussi le combat d'une autre dame que nous avons plaisir de recevoir aujourd'hui. Il s'agit de Malika Ayed, donc voilà, de son nom de jeune fille, donc Belhimer, bienvenue. Merci. Ça va? Ça va très bien. C'est votre baptême pour la télé, première télé. C'est une première. Ne vous inquiétez pas, ça se passera très bien. Allez, vous avez attaché votre ceinture, on démarre? Tout à fait, on peut partir. Oui. On peut partir pour raconter cette belle histoire, expérience de reconversion. Vous qui étiez à la base enseignante d'anglais, vous avez opté pour un choix qui pourrait être difficile. On a du mal à se détacher de l'enseignement, n'est-ce pas? Oui, mais on est un peu resté dedans oui. En fait. C'est vrai que j'ai enseigné, je suis en fait enseignante d'anglais de formation. Tout à fait. J'ai enseigné pendant une quinzaine d'années dans un institut national spécialisé de la formation professionnelle. Par la suite, j'ai enseigné dans une école primaire privée, donc avec de jeunes adultes au début, et puis par la suite, sans aucune transition, avec de jeunes enfants de 6 à 11 ans. Voilà. Et puis bon, après, les changements de la vie de ces 2 dernières années ont fait que bon, j'ai dû faire des choix. Et là, j'ai pris aussi surtout l'élan pour essayer de concrétiser un projet qui me tenait à cœur, je le dis, depuis un bon bout de temps. En tout cas, vous avez tiré bénéfice de cette expérience dans l'enseignement puisque vous observiez ces cours, ces classes où il y avait beaucoup d'hétérogénéité. Donc, c'était assez hétérogène. L'intelligence était assez différente d'un élève à l'autre. Et ça vous a donné énormément à réfléchir. Tout à fait, exactement. En fait, je me suis beaucoup documentée à ce sujet-là parce qu'en tant qu'enseignante, d'enseignante de langue, on a la chance de pouvoir faire beaucoup d'activités. Alors moi, je faisais bien entendu des exercices écrits en anglais, je faisais des jeux de rôle et j'avais aussi la possibilité de chanter. On faisait même des jeux quelquefois. Et alors, je remarquais que certains élèves étaient très très à l'aise quand il s'agissait de faire des exercices écrits. Ils étaient excellents. Par contre, quand il s'agissait de chanter, ils restaient plutôt dans leur coin. Ils n'étaient pas très volontaires. Alors que d'autres, en jeu de rôle, ils étaient vraiment exceptionnels. Et ça m'a toujours interpellée. Je me dis, comment se fait-il qu'ils ont des processus d'apprentissage tellement différents? Et donc, je me suis beaucoup documentée. Et puis, je suis tombée sur cette théorie des intelligences multiples d'un certain Howard Gardner. Et en lisant cette théorie, je me suis dit, en fait, c'est ça. Voilà. La réponse est là. C'est parce que nous avons des intelligences multiples que les enfants ont des processus d'apprentissage différents, tout simplement. Donc, voilà, d'où l'idée, par la suite, de créer un espace pour eux. Voilà, un espace où ils peuvent laisser s'épanouir ces dextérités ou ces intelligences multiples, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, je me suis dit, ce qui serait bien, parce que je suis mes enfants dans leur scolarité et je remarque qu'effectivement, ils font des sorties
pédagogiques, mais malheureusement, ils n'en font pas assez. Et donc, je me suis dit, ça serait bien de nous lancer dans ça, donc faire des sorties pédagogiques, mais moi, je tenais à ce que ces sorties pédagogiques soient orientées intelligence multiple, justement. Alors, si vous permettez, je vais juste les énumérer. On va énumérer ces différentes intelligences qui sont le capital de chaque enfant, en fait. Voilà, mais chacun développe un aspect plus qu'un autre, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Quelles sont-elles, donc? Alors, la théorie, elle dit ça, tout simplement. La théorie dit que nous avons tous, à la naissance, dans notre ADN, non pas une intelligence, mais 8. D'accord. Et que ces intelligences-là, justement, elles vont fonctionner et développer chez chacun d'entre nous, je veux dire, différemment. Chacun aura sa façon unique de développer ses intelligences. C'est ça qui est intéressant. Alors, les 8 intelligences en question sont... Alors, nous avons l'intelligence visuelle spatiale, l'intelligence linguistique verbale, l'intelligence interpersonnelle et intrapersonnelle, l'intelligence logico-mathématique. Nous avons également l'intelligence corporelle, l'intelligence naturaliste et l'intelligence musicale, rythmique. Donc ces 8 intelligences sont bel et bien là, chez vous, chez madame, chez tous les enfants qu'on voit tout le monde, chez tous les enfants, mais elles vont se développer différemment. Et donc, en emmenant les enfants, pour qu'elles se développent justement ces intelligences, il faut justement emmener ou bien exposer les enfants à des environnements riches et différents et variés. Tout à fait. C'est l'objectif en fait de cette expérience que vous avez, dans laquelle vous vous êtes complètement investi depuis quelques années. Donc on va parler du projet. Il s'agit donc d'organiser, d'orchestrer des sorties pédagogiques de façon très instructive et ludique en même temps. Exactement. Donc c'est ça, c'est l'organisation donc de sorties pédagogiques orientée intelligence multiple. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être une sortie qui va permettre aux enfants justement de développer certaines de ces intelligences multiples. Voilà, qui vont être dominantes par rapport à d'autres pour chacun, selon son environnement de base. Exactement. Et puis il y a aussi, voilà, selon ce qui se révèle face à ces différents. Alors, vous avez commencé par quelle visite Alors, la première visite, c'était dans une ferme pédagogique. C'est la ferme pédagogique de Zeralda. C'est excellent. Alors, voilà, c'était la première pour vraiment motiver les enfants. Alors, qui dit ferme dit plein air, dit nature et dit animaux. Oui, donc, il y a de tout. Voilà, exactement. Alors là, qu'est-ce qu'on allait stimuler? Qu'est-ce que j'ai ciblé comme intelligence? C'est l'intelligence naturaliste, qu'on appelle aussi l'intelligence écologique. Parce que l'intelligence naturaliste, justement, c'est cette capacité à être sensible à la nature et vraiment à l'explorer, mais alors sous toutes ses formes, que ce soit la forme animale ou végétale ou même minérale, vous voyez. Donc les enfants étaient en plein air, donc c'était un cadre super agréable. Et puis on a eu l'occasion de visiter le parc animalier. Et alors là, les enfants, vous voyez, les animaux étaient vraiment très très heureux. Et donc on a fait travailler leur intelligence naturaliste. Et puis ça reste ancré dans la mémoire. Ce sont des fichiers qui restent immuables quand on est enfant et qu'on découvre un environnement nouveau et qui nous intéresse en plus. Donc ils ont touché la terre, ils ont touché des animaux, ils ont bénéficié du beau temps et aussi de l'accompagnement, parce que vous les accompagnez, vous êtes leur guide, mais pas vous seulement. En fait, les personnes en charge de l'institution que vous visitez vous offrent des visites particulières. Exactement. Donc on a eu la chance d'avoir des animatrices qui nous ont suivis tout au long de notre visite. Donc elles leur posaient des questions concernant les animaux, et on a aussi eu la chance de faire une petite activité en rapport avec le recyclage. Ça, c'était formidable. Donc, on avait tout un espace et on a donné des objets aux enfants. Là, c'était des boîtes de fromage qu'ils ont dû, recycler à leur façon, donc en faire d'autres objets qu'on pourra utiliser par la suite. Ils ont adoré cette activité. Voilà, on leur enseigne en même temps le respect de la nature, le respect de l'environnement. Et puis, voilà, vous faites découvrir des métiers prochainement. Donc, vous les emmenez dans une imprimerie. Ils ont visité l'atelier Boumet.
Mehdi, donc là aussi ils ont touché un petit peu à la terre glaise, à tous ces émaux, etc. Ils ont adoré. Hein. Oui. Je ne sais pas si on aura l'occasion de voir quelques images. On a vu les images pendant que vous parliez, les images défilées, ne vous inquiétez pas. Très bien. Okay. Donc le processus du livre, ce sera aussi une escale importante. Ça c'est prochainement, Inch'Allah, parce que je voudrais vraiment expliquer aux enfants, je voudrais qu'ils voient justement les différentes étapes de la conception d'un livre. Ça c'est très important. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer un auteur ou autre pour commencer par l'auteur, donc il nous dit comment lui viennent ses idées pour rédiger un livre. Par la suite, il y a la maison d'édition, l'imprimerie, et puis après, enfin, la librairie, la vente voilà, dans des librairies. Au niveau des librairies. Voilà, c'est dire un petit peu que c'est tout un panel, vous avez une liste vraiment très riche d'endroits à visiter, de métiers à découvrir, de personnes à rencontrer. Donc le programme s'annonce très prometteur. Pendant cette période de vacances, est-ce que vous avez prévu quelque chose? On terminera sur ça. Et justement, j'ai prévu ces 3 sorties, donc la librairie, l'imprimerie et la maison d'édition prochainement. Donc, est-ce que par quel biais donc les personnes peuvent vous contacter pour s'inscrire? Alors nous avons un compte Instagram, donc c'est smart.-du8.keys. Et ils trouveront, ils verront des photos. Et puis on répète parce que le premier mot, donc je l'ai raté. Alors c'est smart. Smart. Voilà. Comme smartphone. Exactement. Oui, smart. Point-du8. Point et keys. Point et keys. Voilà. Bien. Bonne chance en tout cas. Merci beaucoup. Très intéressant. Beaucoup. Et j'espère que les mamans ou les papas qui nous suivent ce matin vont avoir une bonne adresse pour les sorties les plus intéressantes durant cette période de vacances qui s'annonce. Et c'est vrai qu'on a du mal à trouver des objets ou des prétextes pour sortir ses enfants. Donc là, c'est tout réglé. Oui, en plus, ils adorent sortir en groupe. Hein. Vous savez que quand on fait une sortie comme ça en groupe, il y a beaucoup d'intelligence. Il y a l'interpersonnel aussi, parce qu'ils entrent en relation avec d'autres personnes. Ils apprennent aussi à parler à des adultes. Ça, c'est important. Oui. Et ce que je voulais juste signaler, si on a le temps, c'est pas beaucoup. Pardon. On fait aussi des comptes rendus. Ça, c'est très important pour faire justement travailler l'intelligence linguistique verbale. Il faut que les enfants apprennent à s'exprimer. Voilà. C'est au prix de beaucoup de labeur que cette idée a émergé. Donc, elle est signée Malika Ayed, ici présente, qui offre la possibilité aux enfants de découvrir le monde à travers des sorties pédagogiques. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Et merci à ceux qui sont encore là. Donc, dernière ligne droite avec Sidi Ahmed Bouraïb pour le meilleur de l'actualité sportive. C'est pour tout de suite après ceci. J'avais annoncé Sidi Ahmed Bouraïb, donc il est là. Bonjour Sidi Ahmed. Bonjour. Voilà, on va développer un petit peu l'activité sportive avec vous. Le temps aussi de donner la parole à Yazid Aït Mahidine, ici présent, qui a tenu à rendre hommage à une personnalité en particulier ce matin. Oui, ce matin, c'est une journée triste, non seulement avec ce climat, avec le sirocco, et la mauvaise nouvelle, c'est le réalisateur Yahya Deboub qui vient de nous quitter. On vient de lire ça sur la page Facebook. Oui, où il a tiré sa révérence. Ces comédiens, etc., avec qui il a travaillé, lui ont rendu hommage. Et voilà, celui qui a fait le film sur les résistants, sur 1871, la révolte de 1871, le film Bateau Blanc, vient de nous quitter. Rappelons qu'il a fait aussi un film en 2010, c'est Ma fille restera ma fille. Oui. Et il a commencé par travailler dans le domaine du cinéma. Il a fait l'école nationale du cinéma de Ben Aknoun. Il a fait aussi des études en sociologie.
Par la suite, il a été DG aussi de l'entreprise nationale de production audiovisuelle, l'ex-UNPA. L'ex-UNPA, oui. Et il était connu surtout par ce film Bateau Blanc, parce que cette histoire des résistants, des Algériens qui ont été déportés en Nouvelle-Calédonie, c'était le premier en fait qui a commencé à penser et carrément à mettre ça en œuvre et à raconter l'histoire de ces déportés qui ont été carrément déportés, déracinés et jetés dans la jungle de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie qui est à des milliers de kilomètres de leur pays natal. En fait, aujourd'hui, on lui rend hommage et à son âme, et je voulais également parler aujourd'hui d'autisme et de trisomie 21, en fait, trouble de comportement, parce que j'ai rencontré un enfant vraiment autiste, un enfant, d'autres aussi qui sont trisomiques. Le problème qui se pose, c'est l'accès à l'emploi. C'est comment ils font à partir de 20 ans. Ils sont pris en charge en préscolaire, ils sont pris en charge à l'école. Il y a toute une stratégie de prise en charge sur le plan scolaire et préscolaire, mais après. Le problème qui se pose, c'est à l'âge adulte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a des associations qui leur font appel pour les intégrer dans des travaux d'horticulture, etc. Mais il n'y a pas véritablement cet accès à l'emploi reste un problème. Et pourtant, la loi ordonne justement aux grandes entreprises d'accorder un quota aux personnes aux besoins spécifiques. Oui, ça c'est... Mais l'application... Oui, aujourd'hui c'est une sonnette d'alarme pour dire que par rapport à cette population... On salue en tout cas l'effort consenti par l'entreprise Sonelgaz qui emploie près de 3% de son personnel. Voilà, ce sont des personnes aux besoins spécifiques qui sont très bien insérées dans cette entreprise nationale. Et d'ailleurs, l'entreprise leur a rendu hommage à travers un documentaire, un reportage dédié à chacune de ces personnes. Oui, absolument, il y a des entreprises citoyennes qui le font. Mais je pense dans la stratégie nationale de prise en charge donc, de ces enfants ou de ces adultes souffrant de ces troubles autistiques, des troubles d'attention et carrément comme la trisomie ou l'autisme ou d'autres troubles aussi de comportement. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de prendre en charge ces personnes-là parce que ils se retrouvent dans la rue, ils se retrouvent vraiment, ils sont, en tout cas, ils ont beaucoup de choses à donner en fait. On voit leurs exploits dans le domaine sportif. Oui. Ils nous honorent à chaque fois, Sid Ahmed Bouraïb. Oui, exactement. Oui, oh là là. Mon Dieu, le nombre de médailles qu'ils ont raflé. Par rapport au sport, je voulais juste terminer pour rendre hommage à un des grands supporters du GSEB El-Biar, parce que c'est un phénomène en fait. C'est Hamid Haddad, qui est quelqu'un qui a suivi son club dans tous les coins. Al-Attafa, Hadjota, partout. Et c'est quelqu'un qui raconte un peu l'Algérie profonde à travers ses escapades dans ces régions. Il peut raconter des anecdotes de... Il faudrait qu'on le ramène. Hein. Oui, non, en fait, je lui rends hommage aujourd'hui parce qu'il est décédé. En fait, c'est pour ça que je voulais parler de lui. Il a été enterré hier à Barlia, dans son village natal. Et aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un d'extraordinaire parce qu'il s'est fait les déplacements avec le club de GSEB d'El-Biar, il raconte un peu les anecdotes, il tisse des liens, il connaît pratiquement les coutumes, les traditions, le parler de la région, etc. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Aujourd'hui, je voulais me dire adieu, Hamid. Il a dû vous marquer, vous l'avez rencontré. Oui, donc j'ai fait même un petit journal du quartier où je lui ai rendu hommage déjà de son vivant en 2019, au début de la pandémie. Je pense que je vais lui dire adieu Hamid. Adieu Hamid. On me présente vraiment nos condoléances à tous ceux qui l'ont aimé et qui l'ont côtoyé. Et à sa famille à Barlia et à Benaknoun, à la cité Mali. Absolument. Au menu de l'actualité donc de ce matin, on va parler de ce match très attendu, les Verts.
On est à 10 jours maintenant du match aller qui se déroulera au Cameroun. Et il y aura des supporters algériens présents au stade, Inch'Allah, le jour J. Le président de la République a soutenu l'idée et il a offert justement la possibilité voilà, d'amortir un peu les frais du voyage. Le président de la République a ordonné de lancer l'opération de vente de billets de voyage à des prix subventionnés. Donc ça sera 50 000 dinars. Le ministère de la Jeunesse et des Sports l'a annoncé d'ailleurs hier. Ça englobera le prix du visa, le prix du billet d'avion, l'assurance voyage, le test PCR de moins de 72 heures et le prix d'entrée au stade. Voilà. Et s'agissant des conditions de voyage, le ministère souligne que les supporters désirant se déplacer doivent obligatoirement avoir 18 ans ou plus et avoir un passeport de 6 mois ou d'une validité de plus de 6 mois, oui. Ça c'est pour le visa. Oui. Voilà. Un pass sanitaire de vaccination contre la Covid-19 et une vaccination aussi contre la fièvre jaune. Et la prise de médicaments anti-paludisme, donc le côté sanitaire sera pris en charge par le ministère de la Santé. Très bien, on va regarder ensemble quelques déclarations concernant le sujet. امبارح كي خرجت لانونس في السيت اوفيسيال تاع رئاسه الجمهوريه فرحنا خويا. انا كي قريت الدعم خويا وليت نرعش صافي بليزير راك فاهم. هذه افير تاع بلاد. لقينا الخبر في التلفزيون اخي في التلفزه كاين الرئيس بارك الله فيه عاوننا كثر خير ورانا رايحين نشوفوا ليكيب ناسيونال 8 ملايين ونص ماشي خساره في ليكيب ناسيونال اخي. حنايا رانا رايحين الكاميرون وان شاء الله نجيبوا لا كاليفيكاسيون. متفائل بنتيجه ايجابيه؟ راني متفائل اخي، راني متفائلين ان شاء الله نربحوهم في الكاميرون. ان شاء الله يا ربي نربحوهم ثم الي روتور. ماشي كاميرون اللي يشدونا اخي. ندعموا الفريق نطلعوا له شويه المعنويات تاعو وان شاء الله حنا نجيبوا كاليفيكاسيون من هناك من الكاميرون ونزيدوا نكملوها هنايا نفرحوا هنايا في بليده ان شاء الله نديروا عرس كبير ان شاء الله. تلقينا في التلفزيون قدمنا هنا باش نشروا لي بيي ونروحوا ندعموا الفريق الوطني وان شاء الله نجيبوا نتيجه ونجوا فرحانين ان شاء الله. يعني راك متفائل؟ راني متفائل ان شاء الله. Voilà, on espère en tout cas tout le succès à notre équipe qui sera soutenue cette fois-ci donc au Cameroun et puis après le football vient le basketball, n'est-ce pas? Le basketball et la Coupe d'Algérie, la Coupe fédérale, premier tour. On a choisi un match entre Boufarik et Dal Beda et on va voir que le basket est très populaire à Boufarik. Boufarik, oui. Ah oui. On va voir le sujet. Avec plaisir. C'est parti. C'est dans cette ambiance que le WOB et le CRBDB sont entrés en lice en Coupe fédérale. Dal Beda rentre bien dans le match et mène la danse. Au fil des minutes, ils se font rattraper et dépasser. Score de la première manche, 23-16. Les Boufarikois entament la deuxième manche de la même manière qu'ils n'avaient terminé la première et aggravent le score. Dal Beda, dans un temps fort, arrive un tant soit peu à réduire la marque. Score à la mi-temps, 35-33. La troisième manche est semblable à la précédente avec Boufarik qui domine et Dal Beda qui se rattrape à la fin. Score 53-47. Lors du dernier carton, les joueurs de Dal Beda lâchent physiquement et les Boufarikois se contentent de gérer l'avantage. Score final 75-66. Mais voilà, ils ont fait un grand match contre une équipe qui, ça fait 3 années dans une phase qui monte. Bonne continuation de Boufarik. Inch'Allah, ils seront dans le playoff. C'était vraiment un match de coupe. Oui, on a vu un mano-mano du début jusqu'à la fin de la partie. Notre équipe, défensivement, on n'a pas été à la hauteur. On a commis trop d'erreurs, pas du tout discipliné dans les consignes. Mais dans ce genre de partie, je pense que le plus important, c'était de gagner et passer au quart de finale. J'espère qu'on arrivera à corriger les bêtises d'aujourd'hui. Et Inch'Allah, pour les matchs futurs, on sera meilleur, Inch'Allah.
On passe à l'édition 2022 du fameux semi-marathon féminin de Ain El Hammam. Oui. Oui, il y avait une belle ambiance. Donc on va voir. C'est spectaculaire, c'est beau à voir en tout cas. On y va. C'est dans cette ambiance que s'est déroulé le semi-marathon de Ain El Hammam et à l'arrivée des participantes, un accueil chaleureux leur a été réservé. De 7 ans à 77 ans, toutes les catégories d'âge ont pris part à la fête. Pratiquantes ou pas, c'était l'occasion pour goûter au plaisir de la course à pied. Ces dernières ont toutes réussi à parcourir les 10 km qui séparent فرحونا et عين الحمام. 65 سنه ديال عمري. يعجبني فرحه مدنا انا ذا زينا عسى تسكير مي واش نتاع قبري ابو متعب تبورتي تحية الجزائر انا صافي ديال عمر وين ان شاء الله القوي ما تزي في عمر انا زج خلت تربحتي غلطي اشهد ان هذا السبور انت مطوفه كي سمينا غسنا جحي يا ربي نكون سباسك ان شاء الله يا ربي انا بحكم فايدي كنخدم كربي دي يعطيك الصحه ازمي غدا خيرك فلاون نمشي الخلف فلاون ونزمي غادي نهضر اقلا فضلت مركم مشلي ولاد كنت تشغلي طمطوط نتغني قبل ما نسمع درني توز لا طريب بيان عندها بضغط تستعفوا شي طوحه برا هذا زجا على عميد بضحكه. Un semi-marathon n'est pas uniquement un événement sportif, mais aussi et surtout un événement touristique. C'est Moussaoui Lilia qui a eu la première place de ce semi-marathon, suivi par Yaqoubi Kahina et c'est Hmoud Milissa. À la fin, et comme il est de tradition, le folklore kabyle ne nous a pas privés de ses afous-afous. Très belle ambiance à Ain El Hammam avec ce semi-marathon féminin donc, qui clôt cette émission que nous venons de justement d'achever par la séquence sportive de Sidi Ahmed Bouraïb. Merci Sidi Ahmed, merci à Yazid pour son intervention, Yazid Mahieddine ici présent, et merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente fin de journée et au revoir.